Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre émission en direct des régions, notre émission quotidienne. Nous sommes au 7e jour du Salon de l'Agriculture et on a décidé aujourd'hui de parler de la région Nord et de vous parler de la filière du lin, puisqu'on a l'impression que la France se remet un peu à la conquête du lin. Alors, je suis avec Damien Durand pour en parler. Vous êtes directeur économie de l'Alliance du lin et du chanvre européen. Bonjour Damien. Bonjour. Et bienvenue. Et je suis également avec Tanguy Bidot. Vous êtes producteur de lin textile dans la région Normandie, vous. Tout à fait, ouais. Dans l'Eure. Je suis pas dans le Nord, je suis dans l'Eure, mais à côté de Rouen. D'accord. Et vous allez nous parler de tout ça, mais juste avant, pour situer un petit peu le sujet, je vous propose qu'on découvre un sujet vidéo qui nous parle justement de cette conquête du lin. Connaissez-vous une plante dont on ne jette rien, ou plutôt, dont on valorise presque tout? C'est le lin. Il s'impose aujourd'hui, comme le chanvre, dans la gamme des cultures dites à fort potentiel. C'est le pari de Manon et Simon qui viennent de reprendre les établissements de Vogel. On utilise tous les produits et sous-produits du lin pour différentes valorisations. Il y a évidemment la fibre longue, qui est le principal produit qui est utilisé dans l'industrie textile, mais on extrait aussi des fibres courtes, donc qui sont pour partie utilisées soit dans l'industrie textile, soit dans des débouchés techniques, ou encore en papeterie. Ensuite, on a les graines, qui peuvent être utilisées pour produire de la semence, ou alors derrière pour être utilisées en alimentation animale ou en huilerie. Et enfin, on a l'ANA qui représente la majeure partie de la plante et qui là est utilisée principalement pour faire de la litière pour les animaux. Le lin est passionnant parce que c'est une fibre unique. Chaque champ a sa particularité et chaque récolte, et c'est comme une nouvelle histoire qui se raconte, quoi. Donc chaque lot est vraiment différent et à la sortie du teillage, donc à la filasse, un lin ne va jamais être le même qu'un autre, quoi. On attend beaucoup de choses des nouvelles variétés, on attend beaucoup de la sélection en ce moment sur différents dossiers. Alors déjà, rapport au changement climatique qu'on est en train de traverser, on leur demande de réussir à adapter les variétés aux périodes de chaleur, notamment qu'on est amené à traverser. Et puis de manière générale, on leur demande aussi de travailler sur différents aspects maladies, d'être plus tolérants ou résistants, notamment à l'oïdium. Outre le remplacement des fibres synthétiques, le lin est aussi prometteur dans le bâtiment ou même les matériaux composites. Il a tout d'une plante d'avenir. Alors quand on parle de conquête du lin, qu'est-ce que c'est, Damien? Vous avez la vision économique. J'ai l'impression qu'on est très fort en production de lin, mais après ça nous échappe un petit peu parce que c'est valorisé un peu ailleurs, dans d'autres pays, et ça nous revient en importation. Expliquez-nous un peu où on en est au niveau de cette filière en France. Alors, vous avez dit le terme de champion. En tout cas, assurément, l'Europe de l'Ouest est leader dans le domaine de la production et de la culture du lin. Et la France ? Et la France, leader parmi les leaders, puisque la France est le leader européen et donc mondial. D'accord. De la culture du lin et de la production de fibres de lin. Ce sont deux activités qui vont de concert au niveau géographique, sur une bande côtière qui, grosso modo, va de Caen à Amsterdam. D'accord. C'est simplement, donc, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, partie de la Belgique, partie des Pays-Bas. Donc bonne place au niveau de la production. Oui, c'est le lieu de culture et de production de la fibre de lin. Donc c'est là clairement qu'est fait approximativement les 3/4 de la fibre de lin au niveau mondial. D'accord. On est vraiment sur cette région, on a à peu près 2/3 des surfaces, 3/4 de la production. Donc on est les premiers en termes de surface et aussi les premiers en termes de rendement et en termes de qualité. Et c'est donc ce lin principalement européen qui est labellisé European Flax, qui après, effectivement, est principalement exporté pour le coup en Asie, vous l'avez cité, même si une partie du lin reste en Europe, et même maintenant récemment en France, puisqu'il y a un processus de réindustrialisation au niveau du maillon suivant, qui est le maillon de la filature.
Alors ça veut dire qu'on manque de filature, on en avait et on en a perdu. On essaie de réinvestir un petit peu dans ces infrastructures. Effectivement, on a eu un maillon filature qui a été important en Europe de l'Ouest, assez proche d'ailleurs des zones de production linéaire, assez traditionnellement. Sur quelle période alors on avait ça? Bon, c'est assez historique, hein. On parle là d'une activité qui est multicentenaire. Vous avez encore aujourd'hui une société, je pense notamment à une société qui s'appelle Safilin, qui existe toujours, qui produit du fil de lin et qui existe depuis le XVIIIe siècle. Donc on est vraiment sur une tradition qui est ancienne. Alors effectivement, cette filature a périclité, pas intégralement, hein, des acteurs ont quand même continué à exister, au profit de l'Asie. Alors c'était pas tant une délocalisation, mais c'est que réellement, en Asie, en Chine puis en Inde, on a eu un développement de l'outil industriel très fort au niveau de la filature. Alors l'inconvénient, bien sûr, c'est que ça a très fortement impacté en termes de coûts et en termes de compétition la filature européenne, mais c'est aussi ça, paradoxalement, qui a permis de pousser les hectares et la production de lin à la hausse, puisqu'on a à peu près 145 000 hectares sur les 3 pays que j'ai cités aujourd'hui, et on a multiplié pratiquement par 2,5 les surfaces en 10 ans, en partie grâce à ce donc les filatures asiatiques nous donnent en fait le besoin de cette croissance en production. Voilà. Juste une question, pourquoi on a abandonné cette filière à un moment justement en termes de filature? C'était pas assez rentable? On misait pas là-dessus? Ce sont des questions dans une logique de marché du textile qui est mondialisée, et dans une mesure aussi où la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce au tournant du siècle, ce qui a donc amené aussi à terme la disparition des quotas textiles, qui était une forme de protectionnisme sur les volumes pour nos producteurs. Eh bien, on est rentré dans une compétition prix assez classique sur un produit qui est quand même différencié au niveau de la qualité, mais qui après est dispatché au niveau mondial. Et l'effet prix, clairement, a joué en faveur de la filature asiatique. Et est-ce qu'on peut remonter justement, est-ce qu'on peut remonter le temps et relancer un petit peu sur des filatures? On sait qu'il y a des programmes, des plans de relance, France 2030 aussi. Est-ce que c'est des soutiens financiers publics qui peuvent permettre de réinvestir? On a depuis le tournant de la période Covid 3 nouvelles filatures qui se sont ouvertes en France, une qui est encore en projet. On a aussi des projets européens en Europe de l'Ouest, au Portugal. Alors, elles se situent où? C'est à quel endroit? Enfin, c'est sur quel territoire? On a la première filature qui s'est rouverte, elle est en Alsace. Vous avez une filature, la filature Safilin, qui elle est à Béthune. Et vous avez une filature qui a été créée par le groupe coopératif Natop, qui elle se situe en Normandie. Et vous avez une 4e filature qui est en train de s'ouvrir ou qui se prépare en Bretagne. Quant aux 2 filatures portugaises, c'est dans la région de Porto. Donc là, on est bien sur du fil européen, Europe de l'Ouest, au salaire ouest européen. Donc on essaie de réintégrer ça dans une chaîne plutôt locale européenne, en gros. Il y a du soutien public là-dessus. Il y a aussi quand même de la part des investisseurs le sentiment qu'il y a une demande particulière pour du fil traçable et pour une chaîne de valeur complète au niveau européen, même si ça ne doit pas occulter qu'encore en Asie, on a aussi du développement industriel. La filature en Asie, en Europe, tout le monde investit dans le lin. On sent, en tout cas, de la part de tous ces acteurs, que le lin correspond à des désirs des consommateurs dans ce monde après Covid, pour une fibre qui soit naturelle, végétale et traçable. D'accord. Alors, on va demander au producteur s'il est d'accord avec ce tableau que vient de nous tracer Damien. Et puis aussi, j'avais une question particulière sur la production elle-même de lin, que vous nous expliquiez comment ça se passe, parce que c'est très particulier, ça se fait presque naturellement. Expliquez-nous un petit peu la chaîne... Alors, de production. Je vais commencer effectivement, je veux bien vous expliquer la culture. Alors c'est une graine qu'on va semer là, dans quelques semaines maintenant, là, fin mars normalement, si la météo se prête correctement, les graines de lin seront semées. Et puis, alors on appelle ça une plante de 100 jours. Hein. Le lin, il atteint sa maturité 3 mois après avoir été semé. Donc c'est une culture qui nous oblige à apporter beaucoup d'attention parce qu'elle évolue très très vite. En bonnes conditions, vous voyez les premières plantules arriver 3-4 jours après le semis. Et donc les premières applications de protection des plantes qu'il faut apporter rapidement. C'est une plante qui est un peu sensible aux insecticides. Hein. On en parle sur d'autres filières en ce moment. On n'est pas concerné sur le lin, mais voilà. Donc on va protéger au maximum notre plante de lin. Ensuite, elle va arriver à maturité. Donc c'est une plante qui va faire 80 cm, 1 mètre. Globalement, c'est ça à la fin du mois de juin. D'accord. Et on dit que juin fait le lin. Donc c'est vraiment le mois de juin qui va décider de la qualité de la fibre. D'accord. Et là, clairement, nous, en tant qu'agriculteurs, à part protéger la plante, on n'y peut pas grand-chose à la qualité du lin. Ce qui se passe, on s'en occupe, mais la météo va énormément avoir d'impact sur la qualité de la fibre, qu'on va commencer à travailler fin juin, début juillet, en arrachant. C'est pas une plante comme un blé ou un colza que vous fauchez, c'est vraiment une plante qu'on arrache. On a vu une machine tout à l'heure là au début du petit film, donc on va
On va attraper la plante et la machine va la déposer au sol pour démarrer ce qu'on appelle la phase du rouissage. En fait, la fibre, naturellement, quand elle est derrière la machine, elle n'est pas utilisable par l'industrie. Et c'est l'alternance de la pluie et du soleil qui fait tout. Qui va faire la qualité de la fibre, en fait, puisque les bactéries du sol vont dégrader sur les 2 mois de rouissage du lin, c'est-à-dire juillet-août, grosso modo, quoi, va dégrader les pailles autour de cette plante pour rendre le fil accessible au premier maillon qui suit la récolte, qui sont les structures de teillage. D'accord. Alors ça va nécessiter des retournements, c'est-à-dire qu'on va prendre le lin 1 ou 2 fois dans l'été pour lui changer de sens, en fait, pour que les 2 faces puissent passer suffisamment de temps au sol. Et puis ensuite, on va enrouler le lin. Ensuite, on le stocke et puis ça part au teillage dans la foulée. Voilà comment se passe la production de lin. Et vous l'avez dit, il y a une question de climat. Alors, est-ce que le réchauffement climatique, parce qu'on entend Damien dire, il y a un redéveloppement, il y a en tout cas une volonté de redévelopper cette filière jusqu'aux filatures. Est-ce que côté production, c'est facile parce qu'il y a quand même ces histoires de réchauffement climatique? Alors, je dirais que comme beaucoup de nos métiers d'agriculture, le lin, on le fait d'abord par passion. Donc, on continue de croire à la culture. Et puis, c'est vrai que c'est une expertise, c'est un matériel spécifique. Donc, quand on a du lin sur une exploitation, on ne fait pas des va-et-vient quand on en produit. On continue d'y croire quand même. Nous, on a la particularité d'être en coopérative. Donc, c'est notre outil industriel. On a du capital social dedans. Donc, quand c'est votre outil industriel, vous évitez d'arrêter. Donc, effectivement, on a d'un côté le marché, je confirme, qui nous pousse à augmenter notre production. Mais alors ça, c'est particulièrement vrai sur le lin. C'est surtout du lin de qualité dont on a besoin. Et la météo va aider beaucoup à avoir un lin de qualité. Et ça, c'est vrai que depuis quelques années, sur certains secteurs, c'est pas évident. Alors, les gens du milieu savent que le lin est une culture risquée, c'est-à-dire c'est une culture intéressante mais qui souffre énormément des aléas climatiques, à la fois d'un excès d'eau. En 2021, nous on a eu le cas, on avait des lins superbes au mi-juin, fin juin, on a eu un orage, tout était par terre et ça a clairement impacté la qualité de la récolte. Et ça souffre aussi des printemps secs. Et on a vu le cas en 2020. Et c'est vrai, quand on regarde la météo des prochaines semaines, on n'est pas serein, quoi. Mais ça va marcher. Ouais. On n'a pas parlé, et on va en parler un petit peu tout à l'heure avec notre invité spécial, des débouchés. Alors, on parle de beaucoup. Évidemment, il y a le textile, forcément, on y pense tout de suite. Mais il y a d'autres débouchés aussi. On parle coque de bateau, on va parler bouteille tout à l'heure. Mais quels sont les débouchés qu'on peut imaginer? Alors, pour avoir une idée rapide en termes d'arrondi, les débouchés du lin, c'est à peu près 60% le textile d'habillement, la mode, à peu près 30% décoration, linge de maison, et à peu près 10% ce qu'on peut appeler les débouchés techniques. Alors, c'est une catégorie un peu large, qui va aussi bien de débouchés techniques type papeterie, donc assez basique, même papier cigarette ou ce genre de choses, à effectivement des composites et des choses beaucoup plus techniques, comme ce qui va être présenté ou comme ce que vous pouvez voir par exemple dans le labyrinthe des produits biosourcés, au fond du hall 2 où nous nous trouvons actuellement. Vous avez une grande diversité effectivement de production qui peuvent être générées en partie avec du lin. Donc là, on est à peu près sur 10%, grosso modo. Est-ce que la France, justement, a intérêt à aller sur du lin de qualité, sur des produits haut de gamme? Comment on peut se saisir un petit peu de part de marché au milieu de tout ça? Alors, sur la partie de la fibre, clairement, on est de toute façon la fibre qui a le meilleur niveau de rendement et le meilleur niveau de qualité. Elle est reconnue comme telle. C'est pour ça, d'ailleurs, que même en Asie, il y a plutôt le désir d'avoir de la fibre ouest européenne que de la fibre issue des autres pays producteurs de lin. Donc clairement, on est sur ce point-là. Sur la question de la qualité, effectivement, les maillons de type filature, pour le coup, qui sont les maillons qui se réindustrialisent et qui doivent jouer des coudes par rapport à la filature asiatique, ils sont effectivement plutôt positionnés sur ce type de segment. Donc vous y croyez aussi? Oui, pardon, Oui, non, mais tout à fait. Moi, je suis producteur de lait en parallèle sur l'exploitation, et ce qui me plaît dans cette production, mais là, on est là pour parler du lin, c'est que, en fait, on a plein de débouchés possibles sur cette production, et c'est ce qui fait aussi son intérêt et économiquement sur nos exploitations, puisqu'en fait, quand des débouchés sont à la peine, de temps en temps, d'autres le sont moins, et en fait, la moyenne de tout ça fait qu'on sécurise plutôt nos chiffres d'affaires de production grâce à cette diversité de débouchés. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Damien et Tanguy. Alors, on en a parlé, on a commencé à faire du teasing, mais on va passer tout de suite à notre séquence « Faites pousser vos idées ». Et pour cette séquence, je suis avec Clotilde Monzo-Sévrac. Vous êtes ingénieure textile chez GreenGen Technologies et vous nous avez amené
quelque chose qui est bouteille. fabriqué en lin. C'est ça, exactement. Alors, expliquez-nous, puis après, on reviendra un petit peu sur ces discussions de reconquête du lin. Mais expliquez-nous cette bouteille, comment vous la fabriquez et quel est l'enjeu de développement autour de ça? Pour expliquer tout ça, je vais peut-être revenir à l'origine même de l'idée. Donc c'est James Zerouani qui a créé cette start-up fin 2017. Green Gen Technology. Oui, Green Gen Technologies. Et il travaille depuis plusieurs années dans le domaine des vins et des spiritueux. Il fait notamment partie d'un think tank sur le vin et la vigne. Et au cours d'une discussion qu'il a eue avec des experts de ce domaine-là, ils ont réalisé en fait qu'il n'y avait pas eu de réelle nouvelle innovation en termes d'emballage dans la filière du vin et des spiritueux depuis l'avènement de la bouteille en verre. Donc on n'a que la bouteille en verre, bon le plastique évidemment. C'est ça, il y a non. également, on peut citer le bag-in-box, mais c'est pas tout à fait le même usage. Mais en termes de bouteilles, il n'y a pas eu de nouvelles innovations. Et un constat a été fait par James, du coup, quand il a un petit peu plus creusé la question. Il s'est rendu compte que la bouteille en verre, du coup, elle est fabriquée avec de la silice. Il y a une réelle raréfaction de cette matière dont on se rend compte actuellement. Et en plus de ça, pour le verre, la mise en forme du verre nécessite énormément d'énergie. Et c'est ce qui fait que le bilan carbone de la bouteille en verre est vraiment assez imposant. Mais comment il en est venu à penser au lin? Tout simplement, il s'est dit, tiens, le verre, on pourrait peut-être faire différemment. Pas forcément mieux, mais en tout cas proposer quelque chose de différent. Et donc, il a commencé à réfléchir en termes de pistes matériaux. Donc, il a un petit peu creusé la piste de tout ce qu'il y avait en termes de produits végétaux. Il s'est orienté vers le côté des matériaux composites. Donc, dans les matériaux composites, on peut utiliser des fibres naturelles végétales. Et assez naturellement, c'est imposé le lin parce que, comme on l'a vu précédemment, le lin, en France, on est les premiers producteurs mondiaux et c'est une fibre hyper qualitative, très résistante et qui est très belle à travailler. Mais alors j'imagine qu'il faut d'autres matériaux pour permettre l'étanchéité de la bouteille ou quoi? Enfin, vous ajoutez des choses? Tout à fait. Donc notre premier composant, c'est la fibre de lin. Pour lui donner cet aspect solide et la figer, on fait une mise en forme composite. Donc on vient ajouter une résine qu'on formule nous-mêmes. Et à l'intérieur de la bouteille, parce qu'on vient quand même conserver des liquides, on utilise un liner qui assure l'étanchéité parfaite et le contact alimentaire et nous permet de conserver les vins et les spiritueux pendant 3 ans. 3 ans, donc 3 ans d'étanchéité et de conservation. Ça, c'est nos premiers tests aujourd'hui. C'est possible qu'on atteigne une durée un petit peu plus longue d'ici quelques temps. Ouais. Et côté tarif, j'imagine que c'est aussi la volonté de s'aligner petit à petit avec le verre. Exactement. Là, on a lancé notre première usine de production il y a quelques mois et on prévoit de grossir, d'augmenter la cadence et d'avoir une bonne automatisation pour pouvoir diminuer le prix et être un petit peu plus proche de ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez un atelier, mais là, il va y avoir une usine, c'est ça? C'est ça. En 2023, on a 3 grands objectifs. Donc, dans notre premier atelier qui est situé à Portet-sur-Garonne, en région de Toulouse, on a un objectif de produire jusqu'à 40 000 bouteilles pour cette année. Et en parallèle de ça, on va vraiment officialiser notre première usine de production, qui sera quand même toujours assez manuelle, donc région Nouvelle-Aquitaine, dans le coin de Bergerac. Et suite à cette deuxième usine, on va implémenter une 3e usine qui sera beaucoup plus automatisée, qui sera aussi indépendante en énergie. Et c'est grâce à cette usine-là que d'ici à un horizon de 3-4 ans, on prévoit de produire jusqu'à environ 30 millions de bouteilles. Et c'est ça qui nous permettra de réduire drastiquement le coût. Et c'est du développement, c'est de l'emploi, c'est de la réindustrialisation. On en parlait tout à l'heure, de réintégrer un petit peu des usines sur le territoire français. Comment ça se passe? J'imagine que c'est compliqué. On en a parlé tout à l'heure, il y a une véritable volonté de réindustrialiser, mais ça ne doit pas être facile. Vous êtes une start-up, ça veut dire tout le temps se battre, essayer de chercher des investissements. Ça, vous avez du soutien public aussi. Un peu? Exactement, on a eu de près de la BPI notamment qu'on peut citer, on a eu le soutien de la région Occitanie quand on est basé à Toulouse et grâce à des partenaires industriels, c'est ça qui nous permet beaucoup d'avancer. On travaille notamment avec Safilin qui a été cité tout à l'heure et également avec un industriel également situé dans le nord de la France qui nous permet de travailler la tresse de lin. Donc c'est cette mise en forme très spécifique textile. Donc on travaille avec STN Tressage. Mais j'imagine que plus on arrive à reconstruire, restructurer cette filière au-delà de la production, puisque j'ai compris qu'on était des très bons producteurs, les plus gros, mais au-delà d'essayer de refaire la chaîne, plus ça va se structurer, plus vous gagnerez, j'imagine, en prix et en facilité de production. Il y a ça, très clairement. C'est notre ambition pour notre 3e usine qui sera automatisée, d'avoir un maximum d'étapes qui soient faites sur place, qui soient faites à proximité et en France et qui permettront de répondre notamment à une demande française de la part de pas mal de clients.
Et est-ce que vous avez pensé à d'autres types de produits qui pourraient être réalisés, puisque maintenant vous avez cette technologie avec résine et puis liner alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres développements en programme dans la tête de votre dirigeant? Il y en a plein, mais on ne peut pas creuser toutes les pistes en même temps. Donc l'idée pour l'instant, c'est vraiment de se focaliser sur la filière vin et spiritueux qui est très demandeuse. Et petit à petit, pourquoi pas aller voir vers d'autres secteurs. Dans le secteur de l'alimentaire, on a beaucoup de demandes aussi. Oui. Par exemple, on pourrait penser d'autres types de pour contenants. des huiles, par exemple, donc toujours des bouteilles, mais on pourrait aussi peut-être aller voir du côté des cosmétiques, du côté des parfums aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc beaucoup de succès encore à avoir. Merci beaucoup en tout cas pour ces informations et pour nous avoir présenté ce produit. Juste une dernière question, où est-ce que vous vendez ? Parce que c'est sur Internet ou c'est... Oui, c'est ça. Bon, on vend en B2C, du coup, donc le mieux, c'est de se rapprocher directement de nous, par mail, via les réseaux sociaux. Green Gen et Technologies, on est assez a tout réactif. Oui, voilà. j'imagine. En pleine période de développement, forcément, c'est de la réactivité qu'il faut. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces informations, Clotilde, et puis pour cette vision de la conquête du lin. Merci à vous, Damien Durand et Tanguy Bidot, pour tout ça. On souhaite beaucoup de succès à la filière lin, et on espère voir plein de produits débarquer de France avec des filatures. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau En Direct des Régions, mais vous avez rendez-vous d'ici quelques minutes avec un prochain Semence Mag. Je vous souhaite une bonne journée et un bon salon.